Et si la liberté, ce n'était pas juste l'absence de règles, mais un ensemble de règles complètement différentes? C'est un peu la question que pose François-René Rideau dans son livre Magie blanche. Après avoir pas mal critiqué l'État dans son premier ouvrage, il nous propose ici une autre vision, une vraie défense de ce qu'il appelle le pouvoir créateur de la liberté. Allez, on va décortiquer son argumentation ensemble. En fait, ce livre, il faut le voir comme la deuxième partie d'un tableau. D'un côté, il y a la magie noire, qui décrivait l'État comme une force destructrice. Et de l'autre, la magie blanche, qui vient apporter un contrepoint, quelque chose de lumineux, la liberté vue comme une puissance de création. On passe en quelque sorte du diagnostic au remède, de la critique à la proposition. Bon, le point de départ de toute l'analyse, c'est un conflit fondamental. Une opposition presque totale entre deux concepts. D'un côté, la liberté individuelle, et de l'autre, le pouvoir de l'État. Alors attention, il faut tout de suite oublier l'idée un peu vague de la liberté comme un simple sentiment d'être indépendant. Non, pour l'auteur, c'est un concept juridique d'une précision quasi chirurgicale. Le respect de la propriété. Et tout, absolument tout, découle de cette définition. C'est la fondation sur laquelle il bâtit tout son raisonnement. À partir de là, l'auteur oppose deux mondes. D'abord, celui du pouvoir politique, qu'il voit comme un jeu à somme nulle. Pour que l'un gagne, l'autre doit perdre et ça passe souvent par la force. Et puis, il y a le monde du pouvoir économique, basé sur l'échange volontaire, où là, tout le monde peut être gagnant. C'est vraiment la distinction clé entre la contrainte qui détruit et la coopération qui crée. Ok, mais comment ces grands principes s'appliquent-ils à l'économie de tous les jours? Eh bien, l'auteur s'attaque de front à plusieurs idées reçues, des mythes assez tenaces qui, souvent, servent à justifier que l'État intervienne. Premier mythe, le marché serait une création de l'État. L'idée est assez répandue et elle semble logique. Sans un grand arbitre pour fixer les règles et s'assurer que les contrats sont respectés, ce serait l'anarchie, non? C'est une croyance tellement ancrée qu'on la prend souvent pour une évidence. Et là, la réponse de l'auteur est simple, directe, presque brutale tellement elle est efficace. Le marché noir. Il existe non seulement sans l'État, mais carrément contre l'État. Pour l'auteur, c'est la preuve ultime que le marché est un phénomène social spontané, qui n'a pas besoin d'une autorité centrale pour voir le jour. Allez, deuxième mythe, celui de l'État protecteur. C'est une idée qui touche une corde sensible. Le devoir de l'État serait de sauver les entreprises en difficulté, de protéger des emplois, de préserver ce qu'on appelle nos fleurons nationaux. Ici, l'argument s'appuie sur le concept de destruction créatrice. En maintenant en vie, artificiellement, des industries qui sont dépassées, on bloque des ressources précieuses, du capital, du savoir-faire, qui pourraient être bien mieux utilisées pour créer les innovations de demain. Selon cette logique, protéger le passé, c'est un peu comme mettre une hypothèque sur l'avenir. Bon, une fois qu'on a déconstruit ces mythes, il faut bien construire quelque chose. Et c'est là que l'auteur nous présente une vision assez audacieuse, une société qui ne serait plus organisée par la force de l'État, mais par des accords volontaires et des contrats privés. Et quelles sont les valeurs qui s'épanouiraient dans un tel système? L'auteur les nomme les vertus bourgeoises. On est loin de l'idée d'un égoïsme pur et dur, au contraire. Un marché libre basé sur la réputation et l'échange volontaire récompenserait l'honnêteté, la fiabilité, la compétence. C'est en quelque sorte une défense morale du capitalisme. Mais alors, concrètement, ça ressemblerait à quoi? L'auteur imagine un système de communauté privée basé sur des contrats. Tout commence, étape 1, par une sorte de convention entre propriétaires. L'objectif commun, étape 2, est très clair, la protection mutuelle de la propriété privée. Ce qui implique, étape 3, de pouvoir exclure les idées qui vont à l'encontre de ce but. Et le résultat, étape 4, serait une sorte de mosaïque de communautés différentes, ce qui donnerait aux gens un vrai choix de société selon leurs propres valeurs. On arrive maintenant à la dernière section, et c'est peut-être la plus personnelle, la plus contre-intuitive du livre. On ne parle plus vraiment de politique ou d'économie, mais d'une approche très individuelle pour changer les choses. Le concept central, c'est le passivisme. L'idée est assez provocatrice. Et si toute l'énergie qu'on dépense à vouloir changer les autres était en grande partie gaspillée? L'auteur suggère de la réinvestir entièrement sur soi-même, pour s'améliorer, améliorer sa propre vie, ses compétences, son entourage direct. Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie. Se sauver soi-même n'est pas vu comme un acte égoïste, mais comme la condition sine qua non pour pouvoir ensuite aider les autres efficacement. C'est un peu comme dans l'avion, on met son propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Et voilà l'argument final de cette approche. Le moyen le plus puissant de promouvoir une idée comme la liberté ne serait pas le débat ou le militantisme, mais son incarnation. Une vie réussie, épanouie, libre, serait une preuve vivante bien plus convaincante que tous les discours du monde. En fait, l'exemple devient le message. C'est donc avec cette question que l'auteur nous laisse. Une question qui déplace complètement le débat de l'arène politique collective vers la sphère de la responsabilité individuelle. C'est une idée provocatrice, c'est sûr, mais qui invite à une vraie réflexion sur la meilleure manière de contribuer à un monde meilleur.